gens sont connectés. Puis on va accueillir notre invité lorsqu'il arrivera, tout simplement. Là. Donc, dans le fond, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Ingrid Gilbert. Je serai l'animatrice ce soir pour l'événement Afterwork Afro. Afterwork Afro, grosso modo, c'est quoi? C'est une plateforme qui a été lancée, qui sera lancée prochainement, puis qui est là pour mettre de l'avant les événements qui sont offerts à des gens qui appartiennent à la communauté afro ou qui simplement veulent prôner la communauté afro puis veulent la mettre de l'avant, tout simplement. Donc, au fur et à mesure, je m'excuse, la soirée, moi, je vais vous inviter à... Je vais t'inviter, en fait, je me permets de te tutoyer, donc je vais t'inviter à poser tes questions, à me les poser à moi directement, donc Ingrid G, animatrice, pour Ingrid Gilbert, animatrice. Puis au fur et à mesure de la conversation avec notre invité, M. Franz Saint-Élémy, je vais pouvoir les lui poser. Si jamais j'ai pas le temps, parce que ça se peut qu'il y en ait beaucoup, dépendamment aussi du nombre de questions, il y aura une période à la fin de questions où tu pourras poser ta propre question. Cependant, je mets l'accent sur le fait que je t'invite vraiment à les poser au fur et à mesure. Souvent, ce qu'on constate, là, c'est le troisième Afterwork Afro. Ce qu'on constate, c'est souvent à la fin, les gens se dégênent ou sont peut-être un petit peu plus à l'aise, puis là, vont de l'avant, puis là, c'est comme une panoplie de questions. Puis malheureusement, dans le fond, vu le temps, on n'a pas nécessairement l'opportunité de les poser toutes. Donc, sans plus tarder, je veux prendre quelques secondes peut-être pour m'assurer que tout le monde est à l'aise avec Zoom. C'est bon, durant la pandémie, là, c'est sûr que c'est une plateforme, je pense, qui est de plus en plus populaire, donc ça se peut très bien que tout le monde soit à l'aise. Peut-être utiliser les pouces vers le haut juste pour me tenir au courant. Il y a dans réaction, vous pouvez appuyer sur réaction juste pour me dire si vous êtes à l'aise ou pas. Avec le pouce vers le haut, parfait. Pouce vers le haut, je vois plein de pouces vers le haut. OK, parfait. Si jamais ce n'est pas le cas, sachez que toutes les informations sont en bas. L'idéal, c'est d'être à partir de votre ordinateur. Vous allez avoir accès à plus d'options. Puis, vous pouvez cliquer sur converser ou chat, je pense en anglais. Puis, vous allez pouvoir sélectionner mon nom, Ingrid G. Animatrice, puis me poser vos questions au fur et à mesure pour que moi, je puisse les poser justement à notre invité d'honneur, que j'ai vu qui est apparu. Allô, allô, Franz Saint-Élémy. Allô, super content de t'avoir parmi nous avec le beau background. Oh my God, looks so professional. On adore ça. Donc, sans plus tarder, Franz, je vais prendre le temps, dans le fond, de présenter Mamadi puis Élisée. Dites-nous un peu c'est quoi Afro Happening, puis après ça, on va commencer avec notre soirée avec notre invité d'honneur. Oui, bonjour tout le monde et merci d'être connecté. Et en fait, oui, moi c'est Mamadi Sawadro avec Élisée Kaboré. Nous avons fondé Afro Happening en fait à la base pour permettre aux communautés afro de se regrouper, de partager, de collaborer. Donc, c'est une plateforme qui regroupe en fait tout ce qui est événements afro. Ça permet aux promoteurs d'événements de créer de façon libre leurs événements sur la plateforme et de vendre les billets en ligne. Donc, voici grosso modo, c'est quoi la plateforme Afro Happening. Parfait. Puis Élisée, peut-être veux-tu rajouter quelque chose, au moins te présenter pour que les gens sachent qui tu es? Oui, moi c'est Élisée Kaboré, cofondateur d'Afro Happening avec Mamadi. C'est un ami de longue date et on participe ensemble à ce projet-là. Je pense qu'il a déjà pas mal résumé qu'est-ce que c'est qu'Afro Happening. Donc, ce que j'ai rajouté comme d'habitude, c'est le côté influenceur. Nous voulons aussi mettre de l'avant des influenceurs, donc des personnes il y a une certaine communauté qui les suivent pour qu'ils soient frères en fait de ceux qui veulent faire des événements et puis qu'ils puissent en fait mettre à profit leur talent. Donc, ceux qui sont influenceurs aussi, pour vous inscrire sur la plateforme, on a une section qui est réservée pour vous. Merci. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Sans plus tarder, en fait, Franz Saint-Élémy, merci d'être parmi nous. Merci de prendre le temps aussi de nous partager votre vécu. Je veux juste m'assurer que le micro fonctionne. Vous pouvez parler juste un peu, juste pour m'assurer? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Merci beaucoup. Bon. Puis, j'avoue, d'abord, je me permets des fois... Pour le retard, j'étais entre une présentation et c'est moi qui présentais, donc malheureusement. Et en plus, mon Internet a crashé, comme vous avez pu le voir. Donc là, je suis sur un réseau plus stable, donc je devrais être correct au moins pour notre conférence. Ah, ben c'est parfait. L'important, c'est que vous soyez là. Je me permets des fois de tutoyer les gens, donc si jamais je vous tutoie, je m'excuse à l'avance. J'ai l'impression qu'on est déjà proche, même si on ne s'est jamais parlé. En fait, donc je préfère comme tutoie parce que moi, j'ai tendance à tutoyer. Je suis de la génération qui tutoie. Donc, malgré la barbe grise, mais je suis de la génération qui tutoie.
Mais c'est parfait, c'est parfait. Donc, on va se tutoyer. J'ai averti les gens, dans le fond, s'ils ont des questions, ils me les envoient directement, puis moi, je vais vous les poser au fur et à mesure, au moment où je juge approprié. Il y a aussi une séance à la fin, à la toute fin de réseautage. Si jamais vous nous faites l'honneur de rester jusqu'à ce moment-là, bien tant mieux pour nous. Sinon, on comprend aussi votre horaire du temps, votre emploi du temps. France-Saint-Élimie, dans le fond, j'aimerais que tu prennes le temps peut-être de te présenter, puis de dire qui tu es, puis où tu en es rendu maintenant dans ton parcours. Oui. Bon, d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux d'être parmi vous. Je vous félicite d'abord pour essentiellement cette plateforme. Vous savez, la force d'une communauté, c'est sa capacité aussi de réseauter, d'avoir aussi des outils de communiquer, de partager. Et quand j'ai été approché par LinkedIn, justement par Mohammadi, pour participer à Afro Happening, j'étais très heureux qu'il ait pris le temps de me contacter. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça me fait plaisir de voir aussi une communauté afro-caraïbéenne très engagée et très connectée. D'abord, moi, je suis un produit de l'immigration. Tu voulais intervenir, Ingrid? Non, j'ai dit tant mieux, simplement. D'accord. Alors, moi, je suis un produit de l'immigration. Je suis né en Haïti, dans une île à l'intérieur de l'île d'Haïti, qui est l'île de La Gonâve. Juste une histoire cocasse. Moi, en fait, ma famille, on a dû quand même quitter le pays assez rapidement. Et on est à 30 minutes, une demi-heure de bateau de la capitale Port-au-Prince. Donc, si vous connaissez Varadero, si vous connaissez Punta Cana, si vous connaissez Cancun ou Riviera Maya, ben, la Gonâve, c'est un peu ça. C'est une enclave, c'est une île qui est extraordinaire avec le sable bleu et tout et tout. Et moi, je connaissais pas ce que c'était la misère. Donc, moi, où est-ce que je vivais, quand on m'a appris qu'on quittait, ben, il fallait que je vienne à Port-au-Prince. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait de la misère, qu'il y avait des gens qui étaient pauvres, qui ne pouvaient pas manger, dans ma tête, j'étais riche. C'est quand je réalise qu'il y en avait d'autres qui avaient de la difficulté vraiment à manger à Port-au-Prince. Alors, je suis arrivé ici à la fin de ma 7e année, j'allais avoir 8 ans. Et immédiatement, je suis tombé en amour avec le Québec pour 2 raisons. La première, c'est que quand je suis sorti de l'aéroport, il était 6 heures le soir ou 6h30 et c'était clair. Il y avait la lumière partout. En Haïti, à 6 heures, il faisait noir. Donc, l'électricité, pour moi, c'était une découverte de voir à quel point les gens, non seulement que les gens étaient bien, mais en plus, des maisons qui avaient personne, il y avait de la lumière. Donc, alors, je suis tombé en amour parce que c'était clair. Puis, deuxièmement, je suis tombé en amour avec le Québec parce que, essentiellement, je retrouvais ma famille. Donc, j'ai passé 1 an en Haïti tout seul avec mon grand frère. Donc, je retrouvais ma famille, ma sœur, ma mère. Alors, pour moi, c'était vraiment une histoire d'amour du moment que je suis arrivé ici. Et c'est là que les choses ont commencé à prendre une autre allure. Parce que quand je suis arrivé ici, je n'ai pas réalisé, évidemment, que j'avais des enjeux, il y avait des enjeux au niveau de mon développement personnel, mais aussi mon développement intellectuel. Donc, quand je suis arrivé ma première journée d'école, on m'a mis dans une classe, j'étais 8 ans, 3e année, et j'avais de la difficulté à comprendre le français. Donc, moi qui pensais que je viens d'un pays francophone, je parle le français, bien sûr, mais j'avais de la difficulté à comprendre le français québécois. J'avais beaucoup de misère à m'adapter et on m'a mis dans une classe pour enfants qui, essentiellement, à difficulté d'apprentissage. Et donc, je me suis retrouvé du coup avec des plus vieux que moi, des jeunes qui avaient 12 ans qui allaient être en transition, puis d'autres qui en avaient 9, qui en avaient 10, évidemment. Donc, et ma vie a changé grâce à un professeur, M. Gérard Jeune,
Donc, il m'a vu dans la cour d'école organiser les parties de soccer, organiser les parties de ballon chasseur. Et un jour, il m'a arrêté. Il m'a dit, écoute, viens, je veux te parler. Il m'a dit en créole, il m'a posé la question. Il m'a dit, comment est-ce que ça va? Je lui ai dit, ben, ça va bien, je suis heureux. C'est juste de la difficulté à comprendre comment est-ce que les professeurs y parlent. Je parle en créole comme un adulte, comme tous les bons jeunes qui sont nés dans un pays étranger qui arrivent tôt ici. On est tous des adultes. Donc, et là, il m'a dit, ben, on me dit que tu as de la difficulté d'apprentissage, que tu es un peu slow au niveau de ton apprentissage. Il dit, mais je te regarde aller dans la cour, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a de la difficulté à s'adapter et tu as l'air de quelqu'un qui prend l'initiative, qui aime organiser les activités. Donc, il m'a dit, je vais faire un pari avec toi. Donc, il m'a dit, si tu améliores ton français, tu améliores ton anglais, tu améliores tes notes, je te prends dans ma classe. Lui, il était professeur de 4e année, malgré que j'étais en 3e. Il m'a dit, je te prends dans ma classe au début d'année. Mais du mois d'octobre jusqu'à décembre, je veux que tu améliores ton français, je veux que tu améliores ton anglais, je veux que tu améliores ta capacité, tu améliores tes notes. Et puis, évidemment, c'était le défi que j'avais besoin. Alors, j'ai commencé à consommer tout ce qui était toutes les émissions de bonhommes animés, tout ce qui est Spider-Man, les Sesame Street. Je connaissais toutes les chansons en anglais, en français, et ainsi de suite. Et puis, évidemment, mes notes ont augmenté, ma capacité de compréhension du français québécois a augmenté de façon significative en écoutant Passepartout. Et essentiellement, au mois de décembre, justement, il m'a fait un cadeau. Il m'a pris dans sa classe et en même temps, il m'a donné 3 livres. Le Bossu de Notre-Dame, les 2 livres des fables de La Fontaine. Et tout ça pour dire, le reste, c'est l'histoire. Moi, j'ai fait le secondaire, j'ai voyagé un peu partout. Après ça, j'ai fait de Roberval, Calixa-la-Vallée, Louis-Joseph Papineau. J'ai fait Évariste Leblanc à Montémasson à Laval. J'ai aussi fait le cégep à Huntsic. J'ai fait Bois de Boulogne et après, j'ai été aux États-Unis. J'ai un bac en génie électrique de Northeastern University. J'ai aussi une maîtrise en génie électrique du MIT. J'ai aussi un bac en gestion au HEC. J'ai aussi un MBA des HEC et McGill conjointement. Alors, ça a été le défi d'éléments déclencheurs pour dire que je n'étais pas si bête que ça. J'avais juste besoin qu'on me tend la main. Alors, ça, c'est mon histoire académique, mais vous allez voir, il y a beaucoup de ça dans ma vie, Franz Saint-Hélémy. Quelqu'un, à un moment, un bon moment est arrivé, est intervenu. C'est idem pour ma vie sportive. J'étais un sportif aussi. Ça m'a gardé à l'extérieur des problèmes, parce que j'étais un joueur de soccer, j'étais très intrigué. Donc, moi, j'ai habité dans Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-François, Terrebonne. Donc, je les ai tous faits. Cartierville, Ville-Saint-Laurent. Donc, moi, les quartiers chauds, je les connaissais tous. J'étais impliqué dans plusieurs activités, mais j'étais aussi très, très, très pris par mes activités sportives. Donc, ça m'a gardé vraiment focusé. Et ça m'a aussi permis de me développer une certaine aptitude compétitive. Donc, l'esprit compétitif, ça m'a aidé beaucoup. Alors, donc, mon point, c'est que, tu sais, plus jeune, ce sont des gens qui m'ont ouvert des portes tant par le sport. Alors, moi, juste pour vous dire, je viens d'une famille de 13 enfants. Mon père, il a eu 13 enfants. Oui, il était pro-vie. Il a eu 13 enfants. Il a eu 6 enfants avec ma mère, donc 3 gars, 3 filles. Je suis l'avant-dernier. Et ma mère, elle a travaillé dans des manufactures d'abord au 3737, Crémazie-Est, mais aussi sur Chabanel. Donc, et avec un salaire réduit, c'était très difficile de payer des activités, mais un salaire minimum, disons, très difficile de payer des activités sportives, de payer pour des activités extracurriculaires. Mais moi, j'ai joué compétitif, j'ai joué dès l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. J'étais sur le programme de l'équipe du Québec au soccer, j'étais sur le programme national. Je n'ai jamais payé 0 de ma vie. Ça a toujours été des gens qui voyaient le potentiel en moi, qui ont investi en moi. Donc, j'ai joué pour des équipes
de soccer dans les équipes les plus compétitives ici au Québec. J'ai voyagé partout en France, en Europe, j'ai voyagé en Amérique latine, j'ai voyagé au Mexique, à Cuba, pour des activités de soccer. Jamais payé rien de mes poches. Il y a toujours quelqu'un qui est intervenu, qui a dit, lui, il a le potentiel. On ne veut pas que l'argent soit un frein à ses capacités de développement personnel. Donc, vous voyez, la corrélation entre le sport, les études, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a ouvert une porte. Et ça m'a façonné comme individu, comme personne. Donc, on sait d'où tu viens, mais on ne sait pas où tu t'en vas. Donc, souvent, la différence entre la réussite et l'échec, c'est une porte qui s'ouvre. La réussite entre l'échec, c'est une main qui se tend quand on est à terre pour se lever. Alors, moi, je l'ai compris très tôt que je suis le produit, justement, de gens qui m'ont tendu la main, de gens qui m'ont ouvert une porte ou des gens qui m'ont enlevé des embûches alors que ça aurait pu m'affecter moi. Alors, une fois j'ai fini mes études à Boston, à l'université, en fait, à Northeastern, j'ai commencé à travailler immédiatement. La raison pour laquelle j'ai choisi Northeastern, encore une fois, il y a une raison derrière ça, c'est que Northeastern, ils ont un programme de coopérative. Donc, vous comprenez, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc il faut que je sois capable de payer mes études. Donc, les bourses n'étaient pas assez. Donc, ils avaient un programme de coopérative. Je me suis rentré dans ce programme. Le coopératif, l'idée, c'est qu'à partir de ta première année d'études, et comme j'ai fait le cégep ici, donc ils m'ont crédité à peu près 1 an d'études. Donc, ça veut dire ma première année, j'ai pu commencer à travailler et à faire des stages en entreprise, des stages rémunérés. Et j'ai travaillé pour des grandes entreprises comme Raytheon, Digital Equipment. J'ai travaillé pour Analog Device et IBM. Donc, ce qui m'a permis de bâtir aussi une grande expérience malgré que j'étais aux études. Donc, et une des compagnies avec laquelle que j'ai fait mon dernier stage, c'est Analog Device. C'est celle-là qui m'a recruté. Et de là, ben, en fait, toute ma vie, ce qui était comme des limites, était tout d'un coup devenu des avantages. Donc, quand je vous dis, je venais d'une famille de 13 enfants, mais ce que ça fait quand on a 13 enfants, quand on est dans les derniers, on est très agressif, parce qu'il faut se battre pour tout. Et même le pain ou le lait, fallait faire le premier arrivé. Si j'étais le dernier, il ne restait plus rien. Alors moi, quand je suis arrivé dans le milieu Analog Device, ils ont recruté les meilleurs étudiants provenant de Dartmouth, de MIT, de Harvard, de Princeton, de Yale. C'était leur stratégie de recruter les meilleurs, évidemment de Northeastern aussi. Et moi, je voyais, là où est-ce que tout le monde voyait des problèmes, moi, je voyais des opportunités. Alors, moi, imaginez des jeunes comme moi qui étaient dans un programme de recrutement, des nouveaux étudiants qui étaient engagés. Eux, ils voyaient tout ce qui ne marchait pas bien ou tout ce qui ne leur plaisait pas. Moi, je voyais des opportunités pour régler des choses. Alors, parce que moi, dans ma vie, chez moi, tu te plains pour quelque chose, il n'y a personne qui va le régler pour toi parce que c'est mieux de le régler. Alors, moi, cette attitude d'avoir l'attitude d'intrapreneur, de régler des problèmes. Donc ça a été un avantage parce que moi, je voyais des bébés gâtés qui avaient tout, qui se plaignaient pour tout. Ils sont payés pour faire le travail, ils se plaignent qu'il manque ci, qu'il manque ça, c'est pas clair, les défis sont pas assez clairs, et ainsi de suite. Alors, donc, comme j'étais dans la cour d'école à l'âge de 8 ans, j'organisais, j'orchestrais. Alors, donc, quand c'était pas clair pour eux, je leur expliquais. Quand ils se plaignaient, mais je leur montrais le revers de la médaille. Fait qu'on m'a vu comme un leader. Donc, comme quelqu'un qui avait des capacités de conseiller, comme quelqu'un qui avait des capacités de comprendre des problèmes. Donc, mon vrai break est arrivé du moment où est-ce que, là, je parle de 1997-98, et là, il y a des nouvelles voitures qui sortent, qui sont beaucoup plus intégrées avec beaucoup d'électronique. Et c'était aussi l'époque de Napster. Donc, ceux qui sont un petit peu plus vieux, Napster, c'est
dans le fond, c'est le file sharing, c'est le Facebook aujourd'hui pour le média. Donc, moi, là, Donald Jones, qui est un de mes chanteurs que j'adorais à l'époque, Donald Jones l'a découvert sur Napster avant même qu'il sorte son album. Donc, il y avait plein d'artistes, c'était ça. Alors, le problème qu'il y avait, c'était que dans l'industrie de l'entertainment, quand ils développaient un média ou ils développaient une nouvelle production, du studio à la maison, à la voiture, c'était des médias différents et des qualités différentes. Donc, la qualité que tu sors la qualité de son de studio, en anglais, on dit studio quality sound, tu ne l'avais pas de ta maison. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis parce que tout est numérique. Mais à l'époque, ce n'était pas pareil. Donc, un master était un très haut niveau et on le réduisait pour la maison et on le réduisait encore plus pour l'auto. Donc, la même chanson pouvait sonner différemment, tout dépendamment tu l'écoutes de l'auto ou de la voiture ou de la maison. Alors, moi, j'ai vu ça comme opportunité de développer une plateforme pour numériser justement le master qui sort du studio pour qu'il n'y ait pas de différence entre le home et la voiture. Donc, ce qu'on appelle studio quality from your home to your house. Et donc, alors là, j'ai été voir mon boss à l'époque. J'ai dit, Steve, il y a une opportunité parce que des gens comme moi qui aiment la musique, qui aiment l'entertainment, on veut avoir la même qualité studio quality. Puis je pense qu'il y a une opportunité de développer. Il m'a donné un budget d'1 million de dollars. Donc, il m'a dit, si tu reviens avec 3 clients qui vont signer avec toi pour être des lead customers, des clients qui vont être des teaching customers, comme on appelle, qui vont utiliser cette plateforme technologique. Donc, moi, je vais te donner le budget pour développer. Je vais te financer davantage. Donc, encore une fois, j'ai monté le projet à l'interne. Il m'a donné 1 million de dollars qui était l'équivalent, dans le fond, de 2 employés, plus un petit budget pour monter un proof of concept, une preuve de concept. Et on a été voir, dans le fond, tous les studios de production, donc Sony Music, Columbia Music, tous les studios de production. On a été voir aussi tous les développeurs de boîtes de son. Donc, on parle de Harman, Lexicon, Marantz, Denon, Yamaha, Kenwood, Bose, toute cette clique-là. Donc, on a fait le tour et on est revenu, ça m'a pris à peu près 9 mois et on a mis un concept en place. On a eu 7 clients qui nous ont confirmé qu'ils étaient intéressés si on développait cette plateforme-là. Et aujourd'hui, si vous avez une voiture aujourd'hui qui est MP3 ou MP4 ou SSCD ou Super Audio, tout c'est grâce à la technologie que votre home serviteur a développé chez Analog Device, ce qu'on appelle des sample rate converters. Donc, juste pour vous expliquer la technique lingo, le sample rate converter, c'est important parce que la qualité de l'audio, c'est la qualité de son, en anglais, on dit clock domain. Donc, chaque type d'audio, dépendamment de sa qualité, a un niveau, un domaine différent de timing. Donc, la vidéo. Oui? Je m'excuse, pendant que vous avez pris votre souffle, je me permets de vous interrompre Oui. parce que, dans le fond, j'ai déjà des questions, puis j'ai l'impression que ça va nous faire peut-être aussi dériver un peu vers le groupe 737, puis ça va mettre aussi en valeur tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, puis cet esprit d'initiative-là, si vous me permettez. Parfait. Si tu Alors, me permets, j'arrive, en fait, oui, je vais juste conclure sur l'histoire. oui. Juste pour vous dire, donc, j'ai quitté en fin 2003. Donc, ça a été on a généré 0 revenu au début et quand j'ai quitté, c'est 380 millions de chiffre d'affaires. L'entreprise voulait plus, moi, je voulais faire autre chose, l'entreprise ne voulait pas. Donc, j'ai quitté avec l'intention de revenir à Montréal, me marier et partir ma propre business. Donc, c'est ça qui m'a ramené à Montréal pour développer essentiellement une nouvelle business et voilà. Donc, c'est un peu l'histoire. Moi, je suis un intrapreneur d'abord et par la suite, je suis devenu entrepreneur parce que j'ai eu la chance de jouer avec l'argent des autres.
J'ai eu la chance d'avoir des investisseurs à l'interne qui ont cru dans mes projets, mais j'ai aussi aiguisé mon crayon en développant des plans d'affaires, en développant des idées à l'interne. Je l'ai fait chez Future Électronique aussi. Quand j'ai quitté Future, les business que j'ai développés génèrent, combinés aujourd'hui, peut-être 2 ou 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc, j'ai une expérience de prendre l'initiative et ça revient encore une fois à mon upbringing, d'où je viens, du petit pays qu'on appelle Haïti. Voilà. De la belle île de la Gonave. Exact. Je me permets d'interrompre parce qu'il y a des questions. Je pense que ça va nous emmener justement vers le groupe 3737. Aussi, le prix que vous avez récemment obtenu. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, ça s'appelle Sunicorn Club. Donc, toutes mes félicitations par rapport à ça. Tu vas pouvoir en parler également. Donc, la première question vient de Kevin. Kevin, merci beaucoup. Puis, je rappelle aux gens qui nous écoutent en ce moment, si au début, j'ai dit si tu as des questions, envoie-les-moi à Ingrid Gilbert, mais s'il te plaît, envoie-les-moi à Contrôle IT, s'il te plaît. Ça va faciliter beaucoup ma tâche. Donc, la première question, France, il y a plusieurs Noirs comme directeurs. Quel conseil donnes-tu ou donnes-tu pour passer au niveau exécutif? C'est suite. Ben, d'abord et avant tout, il faut d'abord se retourner sur soi et répertorier quelles sont nos forces et nos faiblesses. Souvent, on a souvent tendance à se voir plus qu'on l'est malheureusement. Alors, il faut d'abord faire ce qu'on appelle reflecting. Donc, on gère comme on est. Exact. Donc, il faut être en mesure de voir quelles sont nos forces et nos faiblesses et s'entourer de gens qui peuvent nous dire les vraies choses. Dire, écoute, t'écoutes pas assez ou voici ce que tu as besoin. Alors, d'abord et avant tout, c'est ça. La deuxième des choses, pour devenir un exécutif, ça prend plus que le désir. Il faut être en mesure d'avoir des réalisations. Donc, la deuxième des choses, il faut être, dans le fond, it's a beauty contest. Alors, donc, c'est un pageant. La réalité, c'est que les gens, ils vont regarder les réalisations. Et quand on est une minorité visible, il faut être conscient que nos réalisations sont jamais assez. Donc, il faut, dans le fond, break the ceiling. C'est vraiment pousser la barre et s'assurer qu'on a des résultats qui sont non questionnables ou qui sont hors pair. Alors, d'abord et avant tout, il y a des façons faciles de shine ou de sortir. Première des choses pour moi, c'est la première des choses, quand quelqu'un ne veut pas faire un projet, faites-le. Parce que c'est toujours un projet, c'est toujours un enjeu pour quelqu'un, un des exécutifs. Donc, si les autres directeurs ne veulent pas le faire, prenez-le. En autant que c'est dans votre champ de compétences. Donc, c'est la première des choses. Do something that no others want to do. OK? Deuxièmement, c'est aussi s'assurer que la vision de notre supérieur immédiat ou notre VP ou la vision de l'organisation, qu'on est bien aligné. Donc, nos skills sont alignés avec cette vision-là. Donc, par exemple, si la prochaine décennie, l'organisation veut aller dans l'intelligence artificielle et que nous, on a des compétences en marketing. Tu vas te dire, bon, ben, hey, comment ça se fait? Comment est-ce que je bridge le gap? Je ne suis pas un ingénieur. Super facile. Intelligence artificielle et marketing ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, tu peux utiliser l'intelligence artificielle comme le fait Facebook pour nous engager tous à faire son travail qui est de promouvoir sa plateforme envers tout le monde. Donc, il y a des façons d'utiliser les technologies dans un contexte de marketing. Mon point, c'est de s'aligner ses skills et ses livrables en fonction de ce que la haute direction cherche à avoir. Et le dernier, qui est non le moindre, c'est il faut être vu. If you're not seen, then nobody thinks of you. Donc, si tu livres et tu as les skills qui sont, les compétences qui sont alliées à la vision de l'entreprise, maintenant, be seen, sois visible. Soit pas visible pour les mauvaises choses, mais soit visible pour les bonnes choses. Et parfois aussi, être visible, c'est être demandé de présenter au comité de direction. C'est être demandé aussi d'écouter
quand il y a des réunions stratégiques, c'est de participer à la discussion stratégique, c'est de suggérer des choses, c'est d'amener des solutions. Donc, ceux qui font ces trois choses-là, je peux vous dire qu'en général, n'ont pas de misère à développer leur carrière, mais c'est sûr que c'est pas facile. France, je me permets de poser une question parce qu'il y en a en ce moment qui nous écoutent qui sont sans doute introvertis aussi. Toi, tu as dit que tu étais un intrapreneur. Il y en a qui sont introvertis aussi, donc sont beaucoup plus gênés, plus timides, etc. De quelle manière une personne comme ça, ou même pour les extravertis, moi je suis une extravertie, mais tu sais, de quelle manière une personne comme ça pourrait ou oserait aborder ou approcher? Tu parlais de présenter au comité de direction. De quelle manière pourrais-tu les conseiller de s'y prendre? Bon, d'abord, moi, je peux vous dire, moi, je suis un introverti. C'est que j'ai une image publique qui est connue, mais la plupart des gens ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis très privé. Et d'abord, je n'aime pas parler de moi. Je n'aime pas parler non plus, tu sais, dans des environnements ouverts, surtout quand il s'agit de moi. I love to be a subject matter expert. Alors, ceux qui ont de la misère, justement, à s'extérioriser ou à se faire voir, il faut trouver, dans le fond, ce que j'appelle son ancrage. En créole, on dit son bâton Moïse. Pour moi, mes champs de compétences, c'est les technologies et l'entrepreneuriat. I could speak all day long about entrepreneurship, entrepreneuriat. Donc, je suis un subject matter expert et je m'accroche à ça. Donc, I stay in my lane. Alors, ceux qui ont de la difficulté à faire des présentations en public, quand vous parlez de quelque chose que vous êtes naturellement confortable, ben votre gêne ne paraît plus. Si c'est quelque chose que vous êtes confortable et qui vous passionne et que vous êtes bon, ça ne prend que quelques secondes ou quelques minutes que vous devenez naturel. Donc, pour moi, ce qui est important pour se rendre visible et de communiquer avec ce que j'appelle être visible pour le senior management, c'est de rester dans ces champs de compétences et ne pas se perdre, ne pas s'éparpiller. Donc, c'est très facile de reconnaître quelqu'un qui a un champ de compétences très pointu que quelqu'un qui a un champ de compétences large. You're masters of everything, but you deliver nothing parce que tu dépends tout le temps des autres pour livrer. Donc, ça, c'est souvent, les gens pensent que c'est ceux qui ont la parole facile qui réussissent, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Oui, ça l'est, ça peut arriver, mais ce qui est important, c'est vos résultats. Faites parler vos résultats. Donc, et si vos résultats ne parlent pas assez fort, ben, il y a des trucs pour faire résonner les résultats. Donc, faites, par exemple, des activités extracurriculaires, donc qui va faire parler de vous. Je prends un exemple. Donc, ça se peut, par exemple, vous devenez un mentor pour les Big Brothers and Big Sisters of Canada. Tout d'un coup, vous faites du bénévolat, vous êtes visible dans d'autres réseaux qui n'ont rien à voir avec votre travail, mais le fait que vous êtes valorisé ailleurs, ben, vous savez ce qu'on dit, hein? Donc, on n'est pas maître chez nous, mais on est héros ailleurs. Donc, ça aussi, il faut aussi prendre la psychologie du Québécois. Si vous êtes validé ailleurs, ben, si quelqu'un le dit que vous êtes bon, c'est que vous êtes vraiment bon, on est chanceux de vous avoir. Alors, faites du bénévolat, allez sur un conseil d'administration d'un non-profit, de la Croix-Rouge, de Heart Foundation, faites du bénévolat ailleurs et vous allez voir que plus gros cette organisation-là ou plus important ce rôle-là qui est sociétal, plus vous allez devenir important dans votre organisation et plus visible. Parce que des gens vont dire, wow, OK, on a quelqu'un qui a de la valeur ici, il faut trouver une façon de valoriser. Alors, là-dessus, je pense ça. Puis, dernier point, c'est si vous travaillez pour une très grosse organisation, move around. Changez de département. Passez du légal à la production, au marketing, à engineering, à whatever, right? Changez de localisation, déménager, take risks. Puis si je peux me permettre aussi, France, le changement de département aussi va amener une nouvelle perspective, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, plein d'innovations. Puis de là, j'enchaîne avec une autre question. Merci de poser ces questions-là. Quelle fut l'inspiration derrière l'incubateur Groupe 3737? Tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. Tu disais que ta maman, justement, était là à travailler là.
Donc, qu'est-ce qui t'a emmené vers le groupe 3347? Ben, en fait, l'élément déclencheur, ce n'est pas nécessairement ma mère. Although it's a great story, mais ça vient après. En fait, c'est 2010. 2010, à ce moment-là, j'étais CTO, chef de la direction technologie chez Future. Et Future Electronics, si vous ne connaissez pas, c'est le 3e plus gros distributeur au monde de composantes électroniques. Donc, c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 8 milliards US, donc plus de 7000 employés, donc une très grosse boîte. Et c'est un propriétaire unique. Il possède 100% des actions de l'entreprise. Bon an, mauvais an, l'entreprise fait 300, 500, 600 millions de profits dans ses poches à lui. Alors, donc, c'est une très grosse organisation. Et en 2010, il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Ça a touché une corde sensible. Et j'ai été voir le CEO, le propriétaire. Je lui ai dit, écoute, Robert, et on garde ça entre nous, hein, en tant que famille, parce que Robert, c'est un ami. Donc, et je lui ai dit, Robert, il faut qu'on fasse quelque chose. We have to do something. Vas-tu me backer? Il me dit, of course, I will back you up dollar for dollar. Je dis, OK, mais moi, j'ai un réseau, un Rolodex. Alors, je prends mon Rolodex, j'appelle des amis. J'ai près de 2000 employés, ou plus de 2000 employés qui travaillent pour moi. Donc, I can coach them into giving a little bit of money, puis ainsi de suite. Et finalement, au bout de 1 mois et demi, on a réussi à lever 250 000 $ à peu près, grosso modo. J'étais extrêmement déçu. Et on estimait qu'il y a 300 000 personnes qui sont mortes, donc c'est même pas $1 par individu. Donc, imaginez mon désappointement. Et je vais voir Robert et il me dit, so, how much money did you raise? Et je regarde avec la face déçue et je lui dis, j'ai levé, Robert, j'ai juste levé 250 000 $. Il m'a regardé, il m'a dit, wow, congratulations, that's a lot of money. Et donc, c'est de là que je me suis dit, wow, OK, on a 3 jets privés, OK, pas n'importe quel jet, c'est des Falcon de Dassault avec 3 engins. C'est des jets minimum. Baseline, c'est 75 millions le jet, baseline. Custom, comme il l'aime, c'est à peu près 120 millions par jet. On avait plus d'une vingtaine de medical staff sur le payroll à Pointe-Claire. Écoute, we have money that we just don't know what to do with the money. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, Franz, take one of the planes, take, all the medical experts et va en Haïti, va aider. Et puis finalement, je me suis dit, you know what? If I was in his shoes, I would do that, but I'm not in his shoes, so I have to be in his shoes. Donc, alors c'est là que j'ai décidé de quitter et le projet 3737 a germé dans ma tête et c'est de là que je me suis dit, OK, donc moi j'ai fait mon projet d'entrepreneur, j'ai fait un leverage buyout, mais dans les faits, l'idée du 3737 germait, je l'ai partagé avec une couple d'amis. Puis finalement, quand l'opportunité est arrivée de le faire, on a signé une entente d'acquisition en septembre 2010 et on a ouvert en mars 2012. Et l'idée, c'était justement, qu'est-ce que je sais faire? Je connais les technologies, je connais l'entrepreneuriat. I know how to make money. Donc, moi, je vais transférer mon savoir à d'autres qui pourraient essentiellement apprendre à comment utiliser les technologies, comment utiliser l'entrepreneuriat comme effet de levier, comme outil de création de valeur et en même temps être plus indépendant et de pouvoir utiliser mon argent et mon énergie comme bon me le semble. Et donc, c'est comme ça qu'est né le groupe 3737. Et pourquoi Saint-Michel? Ben, c'est principalement parce que j'étais écœuré d'entendre que Saint-Michel était un endroit de gang de rue et de violence et qu'il y avait juste des gangsters qui venaient de Saint-Michel, alors que moi, je viens de Saint-Michel et je ne suis pas un gangster. Je me permets de poser une autre question puis de faire un lien aussi avec ce que tu as dit tout à l'heure. Tu recommandais aux gens de devenir un expert, un ou une expert, expert, peu importe. Puis après ça, de se faire voir, de se rendre visible, d'être vu, d'aller peut-être dans d'autres organisations pour aussi acquérir peut-être un petit peu, je ne sais pas si c'est de la prestance, en tout cas, peu importe, et d'être reconnu à l'interne. Puis j'ai une question d'une personne qui se demande,
Dans le fond, comment faire pour trouver sa passion? Tout à l'heure, tu parlais d'expertise, mais ça revient un peu aussi à la passion, ben, ou pas, là. Mais comment faire pour trouver sa passion? Puis qu'est-ce que, comment. Puis est-ce mauvais de vouloir tout faire? Tu y as répondu un petit peu, mais j'aimerais que tu mettes l'accent sur comment trouver sa passion, peut-être comment trouver son champ d'expertise. Bon, d'abord, il faut aussi, sa passion vient aussi de l'interne. Quand on parle de passion, il faut que ça sorte de l'interne. Moi, je ne peux pas imposer quelque chose à quelqu'un. Donc, il faut que ça vienne de toi. Donc, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te carbure? Il faut que tu y réfléchisses. Il faut que tu documentes. If money was no object, OK? Ça, c'est la meilleure façon de le voir. If you had to do something, there was no money involved, what would that be? And money was no object aussi. Donc, what would that be? Ça donne des bonnes pistes de réflexion. Mais moi, comment est-ce que je sais trouver qu'est-ce qui me passionne? C'est que moi, je suis un problem solver. Je règle des problèmes. Donc, et peu importe le problème, I find solutions. Donc, moi, c'est ce qui me passionne. Donc, j'utilise mon expertise et ma passion dans des problèmes très complexes au niveau des techs, mais ça peut être aussi, il y en a, c'est les ventes, il y en a, c'est la relation humaine, c'est aider les autres. Donc, il faut vraiment d'abord et avant tout trouver ce qui nous carbure si l'argent n'est pas dans la question. Parce que moi, que je sois payé ou pas, j'aime régler des problèmes. Donc, que je sois malade ou que je me sente pas en forme, si quelqu'un m'amène un problème, donc je vais écouter, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux aider à régler ce problème-là. Donc, d'abord, c'est de trouver ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous carbure. Et ensuite, on peut transmettre ça sur bâtir des champs de compétences transversales qui vont nous aider. Donc, il y a des façons faciles de se trouver ce qu'on aime. Il y a des outils qui sont disponibles sur le web aussi. Mais je vous dirais, en même temps aussi, on a des talents cachés que seul quelqu'un qui nous regarde ou qui nous observe ou des gens autour de nous peuvent nous dire, ah, ben, Ingrid, my God, qu'elle est tellement articulée, elle parle tellement bien. C'est comme quand tu es avec Ingrid, ben, ça te donne un boost. Well, maybe être une animatrice, ça pourrait être une bonne voie. Maybe, Quoi d'autre, Franz? Quoi d'autre, Franz? Tu pourrais être une psychologue, peut-être tu peux être aussi industrial designer. Donc, il y a beaucoup de gens autour de nous qui connaissent, qui voient nos forces et nos faiblesses et qui peuvent mieux nous guider. Mais c'est très difficile, je vous le répète, c'est difficile d'exceller à quelque chose si on n'est pas passionné. Okay? Quand vous voyez les athlètes, là, il y a des athlètes normaux, il y a les super athlètes. Quand tu es dans la NBA, tu es un super athlète déjà, mais il y a les superstars. LeBron James, la saison, il finit de gagner la NBA, 2 jours plus tard, il est dans son gym parce qu'il est passionné. You know, that's what drives him to be the best he can be, always the best. Donc, là-dessus, si vous n'êtes pas passionné, vous n'êtes pas prêt à y mettre l'effort nécessaire. Et je le répète toujours à des entrepreneurs ou des gens que je coach ou que je mentor, c'est que you cannot elevate yourself if you're not willing to go through the pain of failing. And the pain of failing, if you failed so many times at trying to achieve the highest level, then your average is better than most. OK? Moi, c'est encore une fois competitive fitness, c'est ça l'athlète en Kobe Bryant ou LeBron James. Pourquoi qu'ils sont à un niveau? C'est que si certains font 10 free throws, les autres en font 1000. Et ceux qui ont signé leur premier contrat et puis qui sont entourés, eux, ils referment. They keep a smaller circle. Puis c'est ceux qui vont leur dire, hey, il faut que tu ailles dans le gym. My point here is that, c'est que vous, en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous entourer de gens qui vont vous pousser à l'échec, qui vont vous pousser à dire, hey, good enough is not good enough. Strive to be great, qui vont vous pousser. Et ça, c'est pas facile parce que c'est très facile de tomber dans le statu quo, c'est très facile de tomber dans le average.
Pourquoi tu travailles autant? Why is that? Because I'm passionate. You know, if I'm a doctor, I want to save life. Don't tell me I'm working enough. I don't work. I work too hard. You know, so ce serait counterintuitive si vous dites à un chirurgien, hey, tu travailles trop fort, tu sauves trop de vies. That's an oxymoron, you know? So, alors, c'est ça, il faut trouver sa passion. Puis, je me permets, il y a quelques questions qui rentrent parce que souvent, c'est ça qui arrive. À la fin, les gens peut-être se déjeunent un peu puis posent des questions. Si c'est possible pour toi, je vais t'en poser quelques-unes. Donc, tes réponses, peut-être les raccourcir juste un petit peu parce qu'on veut avoir ton point de vue sur tout, le plus possible. Donc, dans le fond, par rapport à ça, je rebondis avec une autre question. Quand une personne a beaucoup de compétences, beaucoup de projets, beaucoup de choses qu'elle veut accomplir, comment prioriser? Ben, je dirais, tu sais, deux choses. Moi, je vais du low-hanging fruit. Si j'ai beaucoup de choses à faire, donc je vais toujours par ce qui est plus facile. I get out, I build momentum. Donc, ce qui est très simple, donc je le fais. Puis je vais du moins compliqué ou du plus facile au plus complexe. Donc, c'est d'essayer de bâtir momentum. C'est ce que je fais, moi, qui marche beaucoup. Parfait, merci beaucoup. J'enchaîne avec une autre question. On dit qu'un dollar sort vite de la communauté versus les autres communautés. Donc, selon toi, how can we individually, donc individuellement, collectivement, comment pouvons-nous contribuer à l'économie? Puis là, je parle, dans le fond, la question est plus précisément par rapport à l'économie envers la communauté noire. Okay. So I hear this a lot, you know, que on dépense l'argent des communautés, on sort de l'argent des communautés noires, puis mais the biggest impact, c'est que essentiellement, c'est d'aller chercher l'argent des autres communautés. This is where the money's at. The money is not within the Black community. Now, there is some money. Il y a de l'argent dans nos communautés. Mais il faut trouver des façons d'augmenter nos sources de revenus ou d'augmenter la valeur de nos revenus, soit par l'entrepreneuriat, soit par moonlighting a second job, or être consultant, or do freelancing. Mais c'est d'aller accélérer l'intrant et de diminuer l'extrant. Donc, réutiliser justement ce qui reste dans des outils, des effets multiplicateurs dans nos communautés. Mais le plus gros enjeu qu'on voit, c'est qu'on est des participants passifs dans l'économie versus des participants actifs. Donc, moi, je peux vous dire, je dois peut-être 5 ou 6 income sources. Not that I'm working 6 or 7 different jobs. I have 6 different income streams. Il y a une grande différence. Donc, alors ça, il y a des façons faciles de bâtir des income streams, mais d'abord et avant tout, il faut se trouver une pipeline ou un cash cow et optimiser notre capacité à réutiliser l'argent dans de meilleurs escients. Nous, on est très passif, c'est-à-dire on a un seul salaire, on dépend de ce salaire-là, on paye nos billes, on paye nos taxes et ainsi de suite. Et il faut trouver des façons créatives pour être plus actif dans l'économie et d'aller chercher ailleurs des autres communautés pour rentrer dans notre communauté. Ça me fait penser aussi beaucoup, dans le fond, c'est ce que, juste pour redire en français au cas où les gens peut-être sont peut-être moins à l'aise en anglais, c'est cet écosystème-là que tu crées pour toi dans lequel il va y avoir différentes sources de revenus. À partir de la principale source de revenus, puiser dans celle-ci, puis après ça, en créer d'autres. Puis aussi, comme toi, tu sembles être un expert pour ça, aller chercher l'argent, en fait, de l'externe. Un peu comme tu as dit, tu as fait financer tes propres projets. Ça, c'est l'idéal. D'ailleurs, si tu peux nous enseigner comment faire ça, ça serait vraiment parfait. Puis parlant de ça, des livres aussi, peut-être des livres, des suggestions des auteurs que tu peux nous recommander, qui peuvent nous aider à atteindre ce niveau-là? En fait, j'ai plusieurs recommandations. Je pourrais peut-être t'envoyer une liste, Mohamadi, de livres que j'ai lus, que je lis, qui me suit. Il y en a plusieurs. My Black Year, comme on est dans le sujet by Black, My Black Year, c'est celle de Maggie Anderson, qui justement a passé un an à juste consommer 100% Black. It's a lot harder than you think. C'est un livre très inspirant. J'ai lu Michelle récemment, Obama, qui est super fantastique. J'ai lu un autre livre que je trouve qui est intéressant. Plusieurs livres évidemment que je trouve intéressants, mais un qui m'a vraiment
aidé beaucoup à comprendre comment fonctionne le système monétaire. C'est un livre super simple en plus. Ça s'appelle You Were Born Rich de Bob Proctor. C'est l'idée de self-empowerment. How can you find ways to wealth dans le grand thème de wealth. J'ai Family Fortunes, il y en a beaucoup. Tool of the Titans, qui est intéressant aussi. Yeah. OK. Puis, j'en profite pour te poser une autre question, justement. Étant un expert dans le domaine de l'électronique et de technologie, quel conseil pour un entrepreneur qui se lance dans le domaine avec un produit? Quels sont les défis? D'abord, c'est un marché qu'il faut être bien financé. Donc, il y a 3 façons de se financer, soit qu'on se finance soi-même, soit qu'on finance par des clients ou des partenaires, ou qu'on finance avec des investisseurs ou des banques d'investissement ou des banquiers. Alors, donc, ça prend du financement, surtout en technologie, et en même temps aussi, ça prend une visée internationale. Le marché québécois, canadien, il est très petit. C'est un petit marché, mais il faut vraiment viser les grands marchés. Donc, il faut voir le potentiel ailleurs, donc se positionner dès le départ d'être une entreprise internationale. Et évidemment, une des façons faciles de bien se positionner, c'est d'avoir une vision numérique. Donc, comment est-ce que tu peux utiliser le numérique ou les technologies de l'information pour rejoindre le maximum de clients possible. OK, merci beaucoup. J'ai une question aussi une personne veut savoir, dans le fond, pour trouver un ou une mentor, qu'est-ce que la personne qui veut être mentorée devrait chercher? Dans le fond, qu'est-ce qu'elle devrait mettre de l'avant dans ses recherches pour trouver la bonne personne? En fait, il n'y a pas un, un bon mentor. Évidemment, il y en a des meilleurs, mais il n'y a pas un. Moi, j'ai plusieurs mentors sur plusieurs sujets. Donc, tu sais, donc, par exemple, moi, si je veux mentorat, tu sais, par exemple, au niveau spirituel, je vais parler à ma mère. She's the best person I know. Donc, au niveau de la spiritualité, si je veux parler à quelqu'un qui a de l'expérience en entrepreneuriat, j'ai plein d'entrepreneurs, j'ai des réseaux d'entrepreneurs, des types d'entrepreneurs. Donc, il faut avoir un réseau, mais surtout, il faut avoir accès à une personne de confiance que, no matter what, que tu peux téléphoner ou que tu peux lui parler de n'importe quoi et qui ne va pas te juger ou qui ne va pas décider pour toi de quoi faire, mais qui va être juste là pour t'écouter. Moi, je suis chanceux, je suis marié avec une femme extraordinaire, Vicky Joseph, et elle est toujours prête à m'écouter et toujours prête à embarquer dans n'importe quelle stupidité que je veux. Et oui, ça m'arrive de fois de tomber dans des stupidités. Alors, donc, mais c'est ça, être bien entouré. Donc, moi, je me sens blindé. Donc, je suis entouré avec des gens euh, qui sont toujours prêts à m'aider, peu importe, no matter what. Et c'est ça le plus important en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel. It gets lonely the higher you start. Donc, c'est de plus en plus isolant et il faut être capable d'avoir des gens autour de soi qui vont dire hey, calme-toi, là. Donc, reviens sur terre, OK? Donc, moi, je Puis suis chanceux, calme-toi j'ai ça. aussi. Franz, calme-toi aussi, pas dans le sens où je suis jaloux, je t'envie. Calme-toi parce que des fois, juste reviens sur terre. Tu sais, ça me fait penser un peu, tu sais, quand tu étais dans la cour d'école puis tu jouais au ballon sachant, je sais pas si tu jouais à ça aussi, mais c'est le roi de la montagne, on disait pas la reine de la montagne, là, mais en tout cas, le roi de la montagne, c'est comme, t'es au top, puis là, t'es tout seul, là. Fait que tu sais, c'est comme, si tu pousses les autres au fur et à mesure, en tout cas. Je pose une Oui, autre question aussi. c'est tellement Oui, important de bien s'entourer. Dans nos communautés noires, l'un des enjeux que je vois le plus souvent, oui, tant chez les entrepreneurs que chez les professionnels, c'est qu'on veut tout faire tout seul. On se croit superwoman, superman. Donc, nobody does anything on their own. Tout le monde, on a tous besoin de quelqu'un et il faut savoir s'entourer. Donc, et pour être bien entouré, il faut savoir être transparent. Il faut savoir être vulnérable. Il faut savoir dire I don't know. Il faut savoir être malheureux, être mélancolique, puis être correct
d'être vulnérable dans des situations difficiles parce que c'est là qu'on peut avoir de l'aide. Si vous allez voir le médecin et que vous êtes blessé et que vous dites, moi, je suis en forme, je n'ai pas de problème, le médecin ne peut pas vous aider. Pourtant, vous ne le faites pas quand vous allez chez le médecin. Quand vous allez voir quelqu'un pour avoir une opinion, vous ne donnez pas 100% de la réalité. Vous n'êtes pas assez transparent. Donc, si vous voulez être bien entouré de gens qui vont vouloir vous aider, assurez-vous d'avoir des gens qui sont prêts à vous écouter, mais aussi qui sont prêts à ne, qui vont pas vous juger et que vous allez être confortable d'être tout nu devant eux. Pas tout nu figuratif, mais being naked, meaning, yeah. Tout nu. Je rebondis aussi, tout à l'heure, tu nous as parlé de quelques auteurs, Maggie notamment. Il y a une personne qui aimerait savoir justement des formations de leadership peut-être ou de développement personnel que tu recommandes. Si oui, lesquelles? Je ne sais pas si tu pourrais peut-être en parler un peu, puis ou l'inclure dans la liste que tu vas envoyer à Mamadi. Mais je peux partager des listes, mais moi, mon expérience, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans qui vont vous vendre du coaching, you know, if you want to get coaching from Kobe Bryant, from LeBron James, okay? Someone who's succeeded, des gens qui ont réussi. Il y a beaucoup de charlatans qui vont vendre du n'importe quoi, qui ont écrit des livres, tu regardes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pff, rien, OK? Donc, ce qui est fantastique avec l'Internet, c'est que vous pouvez trouver, vous allez sur YouTube, là, vous tapez TJ Stokes, vous tapez toutes leurs toutes leurs publications, vous pouvez l'avoir gratuitement. So take a listen. Find something that suits you. Écoutez, trouvez quelque chose qui vous parle. Et de là, vous allez pouvoir aller en profondeur. Mais sinon, là, je peux vous dire, vous allez passer votre temps à aller d'un bout à l'autre, la méthode ici, telle méthode là, puis finalement, vous allez vous perdre. Vous allez perdre votre référence. Donc, c'est facile d'aller sur Internet, de trouver Inspiring Leadership Conferences, TEDx, des TED Conferences. Puis écoutez, c'est un investissement. Il y a des podcasts donc, qui sont gratuits. Écoutez-les. Trouvez ce qui vous parle. Puis une fois que vous allez trouver ce qui vous parle, vous allez trouver en anglais, on appelle the inner hero. Et c'est ça le plus important. C'est vous, c'est votre capacité d'adaptation et d'internalisation, d'internaliser ces valeurs-là. Mais je peux vous dire, la plupart des gens qui ont payé de l'argent pour aller voir des mentors, des ci, des ça, des conférences, ils ont tous été déçus parce qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Donc, une fois que vous avez cru que Michelle Obama, vous l'avez écouté, vous avez lu son livre, vous êtes prêt à payer le 500$ pour aller la voir. Vous êtes prêt à acheter son séminaire parce que you know it speaks to you. Ça vous parle. Alors, c'est ça qui est important, c'est de faire votre propre recherche. Tout à l'heure, Franz t'a mentionné, en fait, tous tes diplômes, ton parcours académique notamment, plus génie mécanique, génie industriel mécanique, je m'excuse, je me suis trompée. Oui, électrique, merci, j'excuse. Génie électrique, puis aussi, justement, MBA. Une personne aimerait savoir, dans le fond, la valeur ajoutée que ton MBA t'a apporté en tant que gestionnaire, puis aussi, est-ce qu'il aurait été préférable, ou c'est quelque chose que tu as considéré ou pas, de faire ton MBA dans un Ivy League, par exemple Harvard? Ouais, je l'ai fait dans Ivy League canadien, les deux meilleures universités d'affaires au Canada. Mais encore une fois, j'ai un bac en génie électrique au MIT. It's the best technology university you can see in the world. Ça n'aurait rien changé dans ma capacité de réussite. C'est mon passeport. Mon passeport, ça me donne un ticket pour rentrer dans l'avion ou un droit de rentrer dans l'avion, mais ça ne fait pas voler l'avion. Ce qui est important pour moi, ce qui m'a fait décoller, c'est justement mon upbringing, mon entourage, ma capacité, ma résilience, ma capacité de m'adapter. Donc, tout ça, là, je n'avais pas besoin de MIT ni de MBA. J'ai fait mon MBA après être devenu un leader et après avoir parti ma business. Je l'ai fait parce que je trouvais que c'était le fun. Puis je voulais faire une recherche sur un sujet qui me carbure, qui est la valeur de la diversité dans le top management. Donc, alors c'est de là que j'ai fait ma recherche de thèse, mais dans les faits, si vous avez l'intention justement de faire un programme d'MBA, d'abord et avant tout, je vous
je vous suggère en premier de faire ce que j'appelle le crash course MBA, ce qui est à dire, tu sais, d'aller suivre un cours en ce que j'appelle le fast track MBA, le mini MBA. Il y a des séances qu'on appelle des management development qui sont sur 3 jours, sur 4 jours. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire aussi sur place. Ça va vous aider. Moi, ce que le MBA m'a donné, c'est un autre cadre de référence, un autre réseau que je n'avais pas. Je connaissais pas vraiment le réseau québécois autant, malgré que je suis ici. Donc, ça m'a ouvert des portes à un nouveau réseau. Mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est que mon expérience au MBA était beaucoup plus riche que ceux qui avaient une seule façon de voir le monde, qui n'avaient pas eu à vivre les embûches que moi j'ai vécues durant ma vie, durant ma carrière. Donc, ça m'a juste confirmé ce que je savais déjà. Hmm. Je prends quelques secondes pour te remercier, Franz, pour te remercier de ton énergie, de ton temps, de ton parcours. Tu as dit tout à l'heure que tu étais un introverti, tu as dit que tu n'aimais pas particulièrement parler de toi, puis je trouve que tu as excellé, je m'excuse, tu as excellé ce soir. Donc, on prend le temps de te remercier. Puis, les gens aussi qui sont là avec nous, qui ont posé toutes leurs questions, on espère sincèrement que c'est quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a plu, que les réponses aussi seront t'aider, seront guidées. On t'invite, bien entendu, à suivre la page de Afro Happening que tu vois là. Puis peut-être, Mahamadi, tu pourrais l'écrire aussi au cas où, si jamais. Puis, on t'invite aussi à rester parce qu'il y aura une séance de réseautage. Justement, tu vas pouvoir parler avec d'autres personnes, échanger, parler un peu de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Puis, je pense te mettre de l'avant. Je pense qu'on est là pour ça aussi, puis on s'encourage, on s'élève vers le haut. J'aimerais peut-être donner la parole à Mamadi et à Élisée si jamais vous avez des questions, un mot de la fin. Puis France aussi à la fin, si tu veux nous laisser avec un mot d'inspiration, tu es le bienvenu. Oui, merci beaucoup Ingrid. Oui, notre mot de fin, en fait, c'est de juste dire merci à France, vraiment, merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation. En fait, l'After Work Afro, c'est un concept qu'on a créé justement pour permettre aux membres inspirants comme ça, comme France, de venir partager leur parcours, question d'inspirer les membres de la communauté. Parce que des fois, on se dit que tu ne peux pas être comme un expatrié africain au Canada ou à Montréal et puis réussir. Mais il y a des gens qui ont réussi, ou bien un expatrié noir. J'utilise le mot expatrié parce que on nous appelle des fois des immigrés, alors que quand tu viens, par exemple, de la France, tu es un expatrié, mais tous, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que j'aime utiliser beaucoup plus ça. Donc, merci beaucoup énormément. C'est un parcours très, très inspirant. Réussir, c'est une chose, mais accepter de le donner à la communauté, c'en est une autre. Donc, pour ça, nous vous remercions vraiment sincèrement. Alors, et pour les participants, nous vous invitons aussi à rester, comme Ingrid l'a dit, on va vous diviser en fait en petits groupes de 3 personnes comme ça, pour permettre aux membres, bien sûr, d'apprendre à connaître d'autres personnes qui servent. Vous pouvez trouver des collaborateurs, des gens avec qui vous pourrez travailler, bâtir des projets. C'est ça vraiment le but de l'Afterwork Afro, c'est de permettre aux membres de la communauté noire de collaborer, de partager, et afin de bâtir davantage une communauté forte et beaucoup plus économiquement, parce que c'est ça qui est important aussi. Puis peut-être je tiens à souligner, France, sache qu'il y a quelqu'un, en tout cas je ne sais pas si c'est le seul, mais c'est le seul que je connaisse. Ben, merci beaucoup. Ben nous regarde de l'Afrique, du Burkina Faso, donc c'est pas rien, il y a quand même un décalage. Donc France, sache que tes mots s'en vont jusqu'en Afrique. J'ai envie de te demander, France, sur quoi tu aimerais nous laisser ou quel message peut-être d'inspiration tu aimerais nous transmettre? En fait, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête, mais la première, je vous dirais, ce qui ressort le plus, c'est ne laissez pas les autres définir votre futur. Ils savent où est-ce que vous savez, tout le monde sait où est-ce que vous êtes aujourd'hui, mais personne ne sait où est-ce que vous en allez demain. Donc, ne laissez pas les autres définir c'est quoi votre futur, ni votre plafond non plus. Donc, pour moi, c'est le plus important parce qu'on est souvent très facilement catégorisé. Ah, OK, tu es un black francophone. Ah, tu es un black francophone. Ah, tu es un black de l'Afrique. Ah, tu es un afro-américain. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'étais none of that. Donc,
Alors, on est très facilement catégorisé et c'est très facile aussi en tant qu'individu de rentrer dans ce piège-là et de se faire cadrer. Donc, moi, personnellement, j'ai refusé de faire partie du cadre. Je me suis toujours dit, s'il y a un cadre, je vais essayer de suivre les règles, mais de ne pas être dans le cadre. Alors, là-dessus, faites votre propre chemin et je pense que c'est le meilleur conseil que quelqu'un m'a donné dans ma carrière, c'est de tracer notre propre, c'est de se projeter dans le temps et de se visualiser où qu'on veut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et moi, je le fais en 3-5-year incremental. Donc, tracez, visualisez-vous, faites la projection, projetez-vous dans le temps, où est-ce que vous êtes, et imaginez-vous comment est-ce que vous y êtes arrivé. Et ça va vous permettre d'internaliser vos objectifs, et de les rendre réels aussi. Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que on rêve, mais on ne se visualise pas dans le rêve, fait que ça reste un rêve. Donc, la différence entre un rêve et une vision, c'est qu'un rêve, ça reste un rêve, il n'y a pas de plan pour y arriver. Une vision, il y a un plan pour y arriver. Et quand vous projetez, ben, ça matérialise. Et moi, ça m'a aidé énormément et ça m'aide tout le temps. Je dis toujours aux gens, moi, je le sais que depuis, j'ai l'âge de 25 ans, que d'ici 50 ans, quand j'aurai 50 ans exactement, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je me suis toujours visualisé, je me suis toujours projeté. Et pour moi, à chaque moment, à chaque année, je me rapproche de cet objectif-là et je me sens bien là-dedans et ça me permet de garder le cap. Alors, c'est ce que je peux vous suggérer de faire. Ça me fait penser, France, merci beaucoup pour ces mots-là. Ça me fait penser beaucoup au tableau de visualisation, le vision board. Il y en a beaucoup qui vont mettre des collants de ci, de ça et tout. Moi, j'avoue, ce que j'aime beaucoup faire, c'est me mettre moi à ces endroits-là. Comme ça, je commence déjà, premièrement, à y croire. Hein. Je pense que c'est ça la base. On doit y croire nous-mêmes en premier, puis après ça, les autres vont suivre ou pas. Cependant, nous, on va continuer d'aller de l'avant. Puis peut-être aussi, parlant de ça, de motivation, si jamais tu écoutes des podcasts ou des choses que tu veux nous partager, soit maintenant ou dans la liste que tu vas fournir à Mahamadi, là, avec quelques livres d'auteur, mais ça serait grandement apprécié. Avec plaisir. Merci beaucoup. Tu prends tout ça en note, France? Je me sens tellement importante. Merci. Merci beaucoup.